Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du Salon Bipositif 2019. Je me présente Thomas Blosville, je suis journaliste spécialisé sur les questions de transition énergétique. Ce plateau TV est un plateau TV sur lequel on décrypte 12 tendances de la transition énergétique en 2019, dont ce sujet qui nous intéresse ici, celui des territoires, du rôle des territoires dans la transition énergétique, un sujet intitulé Coopération urbain-rural, la nouvelle équation énergétique. L'idée étant de voir un peu non seulement le rôle de territoire, mais aussi les échanges, les liens, les relations que peuvent tisser les territoires entre eux pour réaliser cette transition énergétique. Je vais avoir le plaisir d'en parler avec Esther Bailleul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission énergie et territoire au réseau Clair, qui est le réseau pour la transition énergétique. Et j'en parlerai aussi avec Olivier Bresson. Bonjour. Donc vous êtes bonjour. Directeur territorial pour la région Auvergne-Rhône-Alpes chez GRDF. Donc vous illustrerez un peu ce sujet sous l'angle un peu plus du développement du biogaz et du rôle des territoires sur cette question. Esther Bailleul, vous de votre côté, au Clair, vous venez de coordonner une étude intitulée « Nouvelle solidarité urbain-rurale, une condition de la transition énergétique nationale » qui est, je crois, disponible en ligne sur le site du Clair et qui est aussi disponible sur le Salon Bipositif pour les personnes qui nous suivent sur place. Alors, vous avez travaillé spécifiquement sur cette question des solidarités entre les territoires. Est-ce que vous pouvez déjà, en introduction, nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette solidarité entre les territoires dans la transition énergétique ? L'interrogation qui nous est venue, c'est qu'on voyait en fait des régions et même des métropoles se donner un objectif 100% énergie renouvelable. Par conséquent, intuitivement, on voit qu'il y a un besoin de complémentarité entre les territoires. On a d'une part des territoires urbains très denses qui en fait n'auront pas l'espace, même s'ils diminuent fortement leur consommation d'énergie, de développer suffisamment de capacité de production pour arriver à cet objectif de 100% énergie renouvelable. À l'échelle des régions, en revanche, on peut imaginer qu'il y a une complémentarité justement urbain-rural. Donc si, comme nous on le fait au Clair, on milite pour une transition énergétique à l'échelle nationale, on voit qu'il y a une nécessité en fait de complémentarité. Et en plus de cet équilibre un petit peu mathématique, il y a aussi une question de résilience, d'être en capacité finalement d'avoir des capacités de production et un approvisionnement énergétique proche des besoins. Et enfin, tout le monde y gagne, puisque tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait des développements de filières économiques et énergétiques, que ce soit des économies d'énergie, donc avec un gisement important en territoire urbain, que des filières de production d'énergie. Donc on comprend tous les intérêts d'avoir ces solidarités entre les territoires. Olivier Bresson, chez GRDF, on vous connaît comme un réseau national, mais vous êtes aussi ancré dans les territoires. Qu'est-ce que la transition énergétique, elle change pour vous sur cette question des territoires ? Alors, elle change beaucoup de choses, parce que en termes d'alimentation en gaz de nos clients, on change complètement de système. On va passer d'un système avec une production centrale, enfin une production du gaz qui arrive aux frontières et qui est acheminé par un réseau de transport, puis par un réseau de distribution jusqu'au client. Donc ça, c'est la situation actuelle avec le réseau de transport, réseau de distribution. À une situation où on va se trouver avec une multitude d'installations de production de gaz renouvelable. Je rappelle que la région a une ambition, rien que pour les 4 années qui viennent, de 200 méthaniseurs sur le territoire de la région, dont plus de la moitié en injection sur le réseau de distribution. Donc on va se trouver, ne serait-ce qu'au périmètre de notre région, avec 100 points d'injection de gaz sur le territoire de la région. Donc 100 points d'injection qui vont injecter du gaz renouvelable dans le réseau. Alors plutôt, comme l'a dit Madame, sur des zones rurales, sur des zones agricoles, et ce gaz va être acheminé vers des zones urbaines qui vont pouvoir consommer ce biogaz et donc verdir leur mix. Donc effectivement, on va avoir des zones de production de biogaz plutôt rurales et des zones urbaines, des métropoles en particulier, qui vont vouloir verdir leur mix et qui vont devoir donc s'appuyer sur ces zones de production rurale. Donc on comprend bien ce besoin déjà de discuter entre ces différents territoires. Est-ce que cette coopération, ces échanges, ils existent déjà aujourd'hui, ou est-ce que l'enjeu il est pour un futur proche qui va venir ? Je dirais que naturellement, un EPCI, une collectivité, elle travaille sur son mix énergétique. Il y a des réflexions qui sont engagées, par exemple autour des PCAET, sur quel mix, comment réduire mes consommations, comment augmenter la part d'énergie renouvelable dans nos mix. Mais les collectivités font ce travail à leur stricte maille.
Or, on se rend compte que si on prend le cas d'une métropole comme Grenoble, par exemple, qui a travaillé sur un schéma directeur de l'énergie, il est important pour Grenoble, qui est une zone très urbaine, naturellement, de regarder aussi ce qui se passe sur ces territoires voisins, où il va y avoir des gisements de biogaz, par exemple, importants. Donc, il est important que ces métropoles regardent aussi un peu au-delà de leur strict périmètre. Alors, il y a ces réflexions au sein des collectivités, mais il y a aussi quand même des réflexions qui mixent, on va dire, des territoires urbains, des territoires ruraux, et je pense en particulier au TEPOS, au territoire à énergie positive. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, les TEPOS réunissent souvent ce deux types de territoires. On a par exemple Chambéry qui travaille avec le massif des Bauges, vous avez Saint-Étienne Métropole qui travaille avec le parc national du Pilat. Donc il y a déjà quand même des coopérations entre ces différents types de territoires. Esther Bailleul, on voit qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il commence déjà à y avoir ces coopérations. Dans l'étude, donc, vous avez coordonné pour Leclerc. Quel diagnostic vous avez posé? Est-ce que ces coopérations, cette solidarité entre territoires, aujourd'hui, elle existe déjà? Est-ce qu'elle est suffisante? Alors effectivement, ça fait partie des exemples qu'on a identifiés, ces travaux, ces coopérations interterritoriales qui démarrent, que ce soit animées par les régions ou à l'initiative des territoires, comme dans le cas des contrats de réciprocité donc, qui ont été lancés et animés par le Commissariat général à l'égalité des territoires en 2014. En revanche, il y a aussi des coopérations qui existent entre territoires, mais de manière plus indirecte. Donc pas simplement d'une collectivité à l'autre, mais par exemple au travers de structures tierces, comme des opérateurs énergétiques, par exemple des coopératives, des sociétés d'économie mixte, ou également des associations comme les agences locales de l'énergie, qui vont en fait réunir dans leurs subventions et dans leurs partenaires des territoires urbains et ruraux. Par exemple, c'est le cas de l'ALEC de Gironde, qui est à la fois soutenue par Bordeaux Métropole de manière importante, par le département et aussi par le département de la Gironde et d'autres collectivités, mais en mutualisant finalement des services à l'échelle de toute la Gironde, pas uniquement à l'échelle de Bordeaux Métropole. Donc vous avez déjà évoqué du coup certains types de structures qui peuvent porter un peu ces enjeux-là. Si vraiment on rentre dans le concret, voilà, d'un point de vue opérationnel, cette solidarité, ça veut dire quoi? Alors c'est des structures particulières, des SEM, des sociétés d'économie mixte, ou c'est des outils de cofinancement, c'est de la mutualisation de projets ou de moyens? Comment ça se matérialise? Alors, ce qui existe aujourd'hui, c'est effectivement des coopérations donc, au travers de structures, par exemple de la mutualisation de services, de la mutualisation de moyens et d'ingénierie. On a aussi des actions de planification et de coordination qui associent plusieurs territoires. Par exemple, il y a toute une stratégie énergie-climat qui est partagée entre la ville de Narbonne et le parc naturel régional de la Narbonnaise. Et en même temps, ça s'ajoute à une mutualisation, puisque par exemple, c'est le parc naturel régional qui porte l'espace info-énergie, qui lui fait des permanences à la fois dans le parc naturel régional et à la ville de Narbonne. Donc voilà très concrètement un exemple de coopération. Il y a aussi des coopérations qui en fait, ou des solidarités qui émergent par exemple sur l'épargne citoyenne. On pourrait très bien imaginer que l'épargne de citoyens en milieu urbain soit fléchée vers des projets d'énergie renouvelable en territoire rural. Aujourd'hui, c'est déjà un petit peu le cas de manière, on va dire, non organisée dans les plateformes de financement participatif ou avec des acteurs comme Énergie Partagée, mais ça pourrait très bien être animé par les collectivités, par exemple. Alors, on le voit, vous avez déjà commencé à citer, mine de rien, plein soit d'acteurs, soit de structures, soit de moyens pour y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble, ou est-ce qu'il y a certains types d'acteurs qui doivent porter cette cohérence d'ensemble? Comment est-ce que ça peut se déployer, se mettre en place? Alors, il y a un acteur important aujourd'hui, hein, c'est bien évidemment la région, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a un rôle d'animation et de coordination autour de tous ces projets territoriaux. Donc, elle s'appuie en particulier sur son agence l'agence Rhône-Alpes Auvergne Énergie Environnement, qui va mettre à disposition aussi des outils des collectivités pour les aider, par exemple, dans leur démarche de planification énergétique. Cet après-midi, sur ce salon, la région va lancer, par exemple, une plateforme qui s'appelle Terristory. Et c'est une plateforme qui vise à aider les collectivités dans leur réflexion autour des PCAET, par exemple.
Donc je pense que la région a vraiment un rôle important en mettant à disposition cet outil, en ayant, si je reviens sur la méthanisation, la région a un dispositif de soutien qui va aider le lancement de projets, un dispositif d'aide à la concertation. Donc voilà, la région travaille vraiment à la mise en lien aussi de différents acteurs autour de tous ces projets. C'est quelque chose que vous avez identifié aussi, ce rôle pivot, ce rôle clé de la région ? Oui, tout à fait. La région peut tout à fait avoir ce rôle d'animation, d'autant plus qu'elle est en charge de schémas stratégiques qui touchent à la biomasse, par exemple, et qu'elle est en mesure de pouvoir accompagner les territoires et à les soutenir dans leur démarche de plan climat, par exemple. À ce titre-là, d'autant plus quand elle est engagée dans une stratégie 100% énergie renouvelable, elle a la légitimité pour le faire et elle a la possibilité et les moyens de le faire. Et dans ce paysage, quel est le rôle de l'État alors ? Est-ce qu'il doit s'effacer pour laisser faire les acteurs des territoires ? Alors, non, l'État ne doit pas s'effacer. Hein. L'État va donner une vision stratégique pour le pays sur la question de l'énergie, comme sur l'ensemble des questions. Donc l'État va donner un certain nombre de trajectoires et puis va associer aussi des budgets en face de ces trajectoires. Parce que l'État a des moyens à répartir. Donc son rôle, c'est aussi de dire, en fonction des trajectoires que je me donne dans le domaine énergétique, eh bien, où est-ce que je vais mettre les moyens ? Mais il est clair qu'après, l'État ne va pas tout faire et les régions et les collectivités vont devoir s'inscrire dans cette stratégie, mais en tenant compte bien évidemment de leurs spécificités. Si on prend par exemple la question de la méthanisation, vous avez une région Auvergne-Rhône-Alpes qui a de grandes ambitions en matière de méthanisation, donc qui a fixé des ambitions assez importantes. Hein. Je parlais des 200 méthaniseurs à l'horizon de 4 ans. Alors le SRADET n'est pas encore sorti, mais il y aura une ambition forte en matière de production de biométhane sur le territoire de la région. Et il y a des moyens qui sont mis en face, qui seront peut-être plus ambitieux que la vision nationale sur cette question. Oui, tout à fait. En fait, il y a un petit peu un paradoxe aujourd'hui qui est vrai pour la transition énergétique territoriale et donc elle est d'autant plus vraie pour les coopérations et les solidarités urbain-rurales. C'est qu'on attend beaucoup des acteurs locaux. On constate que la transition énergétique ne pourra se faire que si elle est territoriale parce qu'il faut une proximité avec les potentiels, avec les gisements d'économie d'énergie et de production. On donne aux territoires les compétences pour le faire, donc à l'échelle notamment de la région et de l'intercommunalité. Mais les moyens sont pas là, les moyens sont pas présents. Et ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel l'État peut réfléchir. C'est le maillon manquant aujourd'hui, le fléchage des moyens, notamment financiers, vers les territoires. Disons que les moyens des territoires baissent alors que leurs compétences s'élargissent. Et par ailleurs, il y a d'autres freins financiers, comme par exemple le plafonnement des dépenses des collectivités. Il y a des pactes là-dessus qui empêchent des collectivités, même si elles touchent des fonds d'autres sources, par exemple européens, de pouvoir dépenser davantage que ce qu'elles font aujourd'hui en matière de transition énergétique. Donc c'est un autre exemple de frein. Donc il y a à la fois l'État en tant que législateur et en tant que, justement, ce qui a été dit, en tant que répartiteur de moyens, a aussi un rôle sur le cadre réglementaire et le fonctionnement du système de solidarité entre territoires et sur le financement et la mise à disposition de moyens à l'égard des acteurs locaux. Vu du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que vous avez identifié aussi des freins de cet ordre-là ? Alors, je pense que ce qui est important aussi, si on revient sur le rôle de l'État, hein, c'est si on veut développer une filière d'énergie renouvelable, par exemple, eh bien, les acteurs ont besoin de visibilité et de stabilité. C'est-à-dire qu'on constate parfois qu'il y a des évolutions, des va-et-vient qui font que les acteurs ont du mal à s'engager parce qu'il manque de visibilité. Je parle par exemple du tarif de rachat quand on est sur la production de biométhane. Eh ben, les acteurs demandent quand même de la visibilité pour pouvoir investir et s'engager dans ce type de production. Donc ça, c'est un frein qui pourrait être au développement des énergies renouvelables. Alors du coup, c'est par ce type de frein à surmonter qu'on pourra libérer, j'ai envie de dire, les territoires. C'est peut-être une grande expression, mais comment on fait pour massifier, pour accélérer cet enjeu territorial sans pour autant perdre la réalité concrète du terrain qui n'est pas forcément la même d'un territoire à l'autre ?
Est-ce qu'il y a des outils clés? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Alors, je pense qu'il y a, au-delà des financements, parce que bien évidemment, le nerf de la guerre est là. Hein. Si on veut développer une filière des énergies renouvelables, il faut un moment qu'il y ait des financements en face. Il y a aussi la question de l'acceptabilité, parce que c'est vrai, tout à l'heure, je disais, on change de modèle. Hein. On part d'une situation où le gaz, on allait le chercher bien loin, et où on l'amenait jusqu'aux villes, à une situation où le gaz, il va être produit localement. Donc, il va falloir multiplier les installations de production, donc il va falloir développer l'acceptabilité de ce type de projet sur le territoire. Et si on veut développer l'acceptabilité, ça veut dire des territoires, des collectivités qui vont devoir s'engager plus avant dans les projets, parce que on a constaté qu'un projet est beaucoup mieux accepté s'il est porté par la collectivité, s'il est porté par le territoire, que si c'est un porteur de projet qui arrive et qui vient poser son installation. Donc développer aussi la concertation autour de tous les projets, parce qu'on constate aussi que quand un projet est bien concerté, quand tout le monde est bien au courant de ce qui se passe et de toutes les externalités positives d'un tel projet, parce que quand on parle de projet de méthanisation, oui, on produit du biogaz, mais il y a d'autres externalités positives. On rentre sur un dispositif d'économie circulaire, on va créer de l'emploi local, et tout ça, ça doit bien être intégré et connu par l'ensemble des parties prenantes. Et là, on voit à quel point la question des moyens est aussi prégnante, puisqu'en fait, pour faire ça, et c'est souhaitable, il faut des capacités d'animation. Et financer les ressources humaines de la transition énergétique, ça passe par l'octroi de moyens, et pas simplement des moyens d'investissement, pas simplement des moyens dans les infrastructures, mais aussi des moyens de mettre en place ces coopérations de projets et cette animation à l'échelle des territoires. Et cet espace de dialogue entre les acteurs des territoires, est-ce qu'il existe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de se parler, qui doivent apprendre à se parler? On en est où de ce sujet-là? Oui, il existe. Enfin, comme je le disais, hein, je pense que la région travaille à cette animation au travers des TEPOS, au travers de ce qu'elle fait vis-à-vis des collectivités. Donc c'est sûr. Et on travaille aussi, alors ça va s'améliorer, hein, on travaille à la gouvernance de l'ensemble, parce que c'est-à-dire que de dire on va développer on va construire 200 méthaniseurs sur le territoire de la région, c'est bien, mais au-delà des moyens financiers, il faut que tout ça se soit piloté, qu'il y ait une gouvernance qui soit mise en place, gouvernance qui va associer l'ensemble à un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes, pour que tout ça soit fait en concertation et dans l'intérêt du développement de cette nouvelle énergie. Esther Bailleul, dans l'étude que Leclerc a réalisée justement sur ces solidarités urbain-rural, est-ce que vous avez identifié des bonnes pratiques à adopter? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux acteurs des territoires? Alors, en fait, les coopérations, elles ont un facteur humain important. C'est la connaissance mutuelle des acteurs, la capacité à identifier des besoins communs, des convergences d'intérêts et de construire une confiance, finalement, qui va permettre l'établissement de projets. C'est souvent ce qui va favoriser ça davantage, plutôt que simplement d'identifier des flux. Ce qui est une autre bonne pratique, c'est d'être en capacité de savoir à l'échelle de son territoire d'où peut venir l'énergie, où sont les gisements, ou par exemple, quand on parle de transport, où les personnes circulent, puisque l'énergie, c'est aussi du carburant, et donc on peut jouer sur les dépenses de carburant à cette échelle. Donc la transition énergétique, ça concerne un petit peu tous les domaines, et visualiser les flux et investir ces espaces de dialogue avec un peu de convivialité, parfois ça fait pas de mal entre les élus, ça facilite les choses. Les élus urbains et ruraux aujourd'hui, ils ont des statuts différents, ils ont des vies différentes, et ils sont pas nécessairement amenés à se croiser de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'ils sont tous en train d'essayer de s'approprier cette question, ou est-ce qu'il y en a qui sont encore un peu isolés dans leur coin, sans savoir à qui parler, justement? Alors, globalement, la thématique de la transition énergétique et du climat commence à bien prendre quand même dans les territoires depuis quelques années, depuis des programmes nationaux, les actions des régions, etc. La question évidemment du changement de culture et de la capacité à faire tomber un petit peu les jeux de posture, c'est autre chose. Ça dépend là du contexte territorial, du contexte politique et de la capacité des personnes. Et on a toujours des cas par exemple, à l'échelle de la commune, qui est de moins en moins puissante en matière de transition énergétique, et ça a du sens en matière
en matière de potentiel et de capacité à mobiliser les moyens. Simplement, quand on est un maire rural isolé au milieu d'une collectivité ou d'une interco où il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas forcément de levier suffisant pour développer quelque chose à l'échelle de son territoire. Et là, on peut avoir un sentiment d'isolement, effectivement. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que tout le monde est partie prenante ou est-ce qu'il y a encore justement un enjeu de mobiliser les... Non, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, ce qu'on constate, c'est nous, au travers des travaux de planification énergétique, là, des PCAET qui sont réalisés sur l'ensemble des collectivités, non, il y a vraiment un mouvement fort des collectivités sur cette transition énergétique, comme vous le dites. Hein. Et puis, pour nous, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un acteur important qui fait le lien entre ces collectivités plutôt urbaines et celles qui sont plutôt rurales. Et ben, ce sont les réseaux d'énergie, le réseau de gaz, mais aussi le réseau d'électricité, bien évidemment. Parce que ce sont ces réseaux qui vont permettre d'acheminer ces énergies renouvelables jusqu'aux zones de consommation. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'opérateur de réseau, opérateur de réseau de distribution, on a un rôle important dans l'accompagnement des collectivités. On leur apporte notre expertise en matière de réseau de distribution, bien évidemment. Et puis aussi, quand on parle de planification énergétique, on a besoin de données. Eh bien, les opérateurs de réseau sont aussi là pour apporter des données, mettre à disposition des données, je parle de données de consommation ou des données cartographiques, mettre à disposition ces données auprès de la collectivité pour qu'elle puisse travailler sur cette planification énergétique. Et alors, du coup, au-delà des acteurs des réseaux, toutes les entreprises et toute la filière de l'énergie, pour conclure, quel mot d'ordre on pourrait essayer de leur donner pour les conseiller, pour s'intégrer dans cette logique territoriale? Pour moi, c'est essentiellement l'ouverture de la gouvernance et la réflexion sur le rôle qu'elles peuvent avoir. Les développeurs privés peuvent également avoir un rôle dans la construction de projets territoriaux, en laissant notamment de la place aux collectivités, par exemple au capital. L'autre question, c'est de ne pas nier en fait, toute politique territoriale est aussi génératrice de rapports de force et de problématiques politiques, et qu'il ne faut pas nier, et de pouvoir justement essayer de construire cette confiance et essayer de mettre en place des projets qui bénéficient avant tout au territoire et à la transition énergétique, c'est un petit peu l'essentiel. Mais ça n'enlève pas le besoin d'avoir au niveau national une refonte du système de solidarité et l'octroi de moyens plus importants pour les territoires. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ces sujets. Merci. D'avoir été là pour esquisser un peu ces enjeux territoriaux dans la transition énergétique. J'invite tous les personnes qui nous regardent, s'ils sont intéressés pour aller plus loin, de consulter toutes les vidéos qu'on tourne sur ce plateau TV, qui sont disponibles sur le site du Salon Bipositive ainsi que sur le site du partenaire batijournal.tv. Et puis, il me reste encore une fois à vous remercier pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.